Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, Sylvie l'a dit, saisir le moment de la métamorphose pour la fonction RH, et c'est la question qu'on va chercher à traiter aujourd'hui. Alors, très franchement, d'elle-même, la fonction RH n'a pas besoin de nous, d'elle-même, elle se lance régulièrement le défi de prendre la mesure des nouveaux stades auxquels elle doit faire face et de saisir des métamorphoses, de réussir des métamorphoses représentées par ces différents stades. Alors, ça manque pas de lieux dans lesquels la fonction RH a l'occasion de réfléchir à ce qu'elle est et à son avenir, des lieux où la communauté professionnelle RH se retrouve, réfléchit, définit ce qu'elle est ou ce qu'elle veut être. Et dans tous ces lieux, ces dernières années, il y a périodiquement eu des états des lieux et des projections dans l'avenir où les membres de la fonction RH se demandent quelle transformation précisément ils doivent opérer. Et on pourrait faire un inventaire très long. Ces dernières années, les RH n'ont pas manqué de s'envisager eux-mêmes comme étant, alors par moments placés face au défi du DRH du futur, à d'autres moments de la fonction RH à l'ère de la digitalisation. Il y a aussi l'IDRH, différentes façons donc de se considérer comme étant au seuil d'une métamorphose à opérer. Donc le sens d'un colloque comme celui que propose l'Observatoire des cadres et du management aujourd'hui, par rapport à ça, c'est peut-être aussi d'offrir cette fois le regard des managers et de celles et ceux qui soit s'intéressent, soit vivent directement les situations de management et d'avoir leur regard sur la façon dont la fonction RH s'est trouvée présente ou absente face aux enjeux de gestion productive qui sont les leurs enjeux de management des situations productives, de management des situations de travail. L'idée d'une urgence, d'un impératif de la métamorphose, c'est bien, durant ce colloque, quelque chose qui est à interpréter du point de vue de ce que, finalement, les temps présents exigeraient des acteurs RH pour contribuer à la prise en charge de l'exigence et de la complexité des situations productives et des situations de travail et de leur management. Alors, c'est aussi de dire qu'il y a une fenêtre de tir. Qui peut très vite se refermer, qu'il faut savoir identifier. Et ça, pas seulement par un regard projectif, qui là aussi est habituel pour la fonction RH. Rappelez-vous qu'autour de 2015-2016, par exemple, la profession s'est beaucoup interrogée sur ce que l'IA allait changer à la fonction RH. Il faut bien dire qu'on en est encore un peu à attendre les manifestations concrètes de cette rupture. Bon, pas seulement donc par un regard projectif, mais tout autant par une réflexion sur l'histoire des dernières décennies et la trajectoire qui s'est façonnée. Comment la fonction RH s'est-elle positionnée dans un passé plus ou moins récent et comment est-ce qu'elle se place aujourd'hui vis-à-vis des situations productives et de travail, des enjeux et contraintes qui s'y manifestent et, encore une fois, que prennent en charge des acteurs qui sont ceux qui se confrontent quotidiennement dans les organisations à ces contraintes productives en raison de la place qui est la leur au sein de ces organisations, ce qu'on pourrait appeler les acteurs opérationnels et en particulier parmi eux les managers opérationnels. Alors vous n'ignorez pas qu'une thèse qui est largement répandue, et on peut s'en réjouir dans les entreprises depuis quelques années, qui est renforcée d'ailleurs récemment par l'essor du travail hybride, et ce que ça impose comme mutation aux modes de fonctionnement, aux formes d'organisation, aux pratiques de management. Une idée répandue, c'est qu'aujourd'hui l'organisation du travail est un véritable enjeu. Et dans le cadre des opérations dites de transformation, pour avoir un regard un tout petit peu plus long dans le temps, et avec ce qui est souvent devenu d'ailleurs des directions des ressources humaines et de la transformation.
Il y a toujours de la rationalisation à faire, et donc quand on a deux directions fonctionnelles, autant les fusionner pour faire quelques économies. Donc les directions des ressources humaines et de la transformation, eh bien, se voient souvent confier la charge du sujet organisation du travail, et plus encore avec le travail hybride. Et par conséquent, les équipes RH se sont trouvées à amener ces derniers mois et ces dernières années à intervenir sur l'organisation du travail et à investir ces sujets. Et avec la perspective historique que je propose d'adopter, on serait tenté de dire réinvestir les sujets de travail et d'organisation du travail. Mais ça oblige à se donner une lecture de l'histoire de la fonction RH qui est peut-être pas aussi linéaire que celle que la profession se donne habituellement, que vous connaissez autant que moi, mais qui est généralement organisée à partir d'une flèche du passé et du présent vers l'avenir, et avec de grandes périodes. Avant, un passé de simple administration du personnel, et aujourd'hui et à l'avenir, un management stratégique des ressources humaines. Moment de passage d'ailleurs au management stratégique qui piétine pas mal et bégaye beaucoup. Parce que la profession, en quelque sorte, ne cesse de nous rejouer cette pièce du passage au management stratégique. La fonction RH, elle se conçoit souvent elle-même face aux défis actuels comme devant devenir une fonction stratégique. Et elle vit ça comme inédit, alors qu'en réalité, c'est une actualisation. C'est une actualisation de ce qui est son enjeu depuis les années 80, au moins. Mais sur lequel elle a en partie réussi, en partie échoué. Et devenir une fonction stratégique aujourd'hui, c'est en réalité, ou ça devrait être, tenter de nouveau, et réussir cette fois, l'opération de se faire reconnaître comme une partie prenante de la définition de la stratégie. Alors que l'histoire allait peut-être plutôt se jouer comme ça dans les années 80, mais a ensuite suivi un cours sans cesse plus défavorable, à partir des années 90, où la fonction RH a de plus en plus été sollicitée simplement techniquement, en gestion des implications des décisions stratégiques souvent prises sans elle. Alors aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a l'occasion de repartir d'un meilleur pied. Mais pour ça, il faut une réelle réflexivité de la fonction RH sur elle-même et sur les questions qu'elle doit faire vivre. Ce sont, de notre point de vue d'observatoire des cadres et du management, des questions de travail. Les questions du travail, des choix d'organisation du travail, c'est-à-dire d'appui aux acteurs qui gèrent les situations productives et de travail, questions qui sont, au fond, éminemment délicates et pas du tout simples à investir pour la fonction RH. Le récit linéaire de son histoire, auquel la fonction RH est accoutumée, la division en deux périodes, personnellement, je trouve que ça a un inconvénient qui est de se priver de voir les fortes continuités qui existent depuis la fonction personnelle. Alors d'abord la rhétorique professionnelle, dans l'histoire du groupe professionnel, réconcilier l'économique et le social, rendre compatible rendement ou performance et bien-être des salariés, premier élément de continuité, mais également le jeu d'acteurs, avec l'enjeu constant d'imposer un champ de spécialisation et d'expertise dans une relation pas nécessairement simple, j'insiste de nouveau là-dessus, avec ceux qui faisaient ou qui font aujourd'hui, de fait, de la gestion de la main-d'œuvre, mais entremêlés avec leur activité de gestion des unités productives. Autrefois, ça s'appelait les contremaîtres. Aujourd'hui, on dit les responsables opérationnels ou les managers de proximité. Et puis enfin, l'enjeu de faire reconnaître par la diversité d'acteurs qui l'entourent et au premier chef par les directions générales, la nécessité d'avoir recours à elle, la fonction RH, et à son expertise propre. Et la fonction RH est née, au fond, dans le sillage de l'invention de l'idée de facteur humain, autrement dit, de la représentation des problèmes de gestion comme étant, d'un côté, on a un facteur technique que l'on sait à peu près maîtriser, et qui en tout cas a la bonne grâce de répondre à des règles et d'être rationnel. Et puis de l'autre, un facteur humain qui est plus mouvant, qui est a priori moins rationnel, qui est potentiellement explosif à la fois au plan individuel et au plan collectif. Et appréhender ainsi la fonction personnelle puis la fonction RH, c'est un vaste ensemble qui va de la négociation collective au baromètre d'engagement collaborateur. Tout ce qui, finalement, institutionnellement, comme dans les pratiques ordinaires, répond à un enjeu, qui est que de l'effervescence possible, voire du conflit,
ou inversement de l'apathie, se transforme plutôt en de la coopération. Ce qui préside à l'existence de la fonction personnelle puis ressources humaines, c'est le dilemme fondateur de toute organisation. Pour produire et tenir les objectifs de l'organisation, quand je suis une entreprise pour tenir les objectifs économiques, il faut assembler des entités irréductiblement plurielles, dont la cohabitation et la coopération ne vont absolument pas de soi, voire se montrent potentiellement conflictuelles. Et donc, il faut créer des cadres d'accord et de conciliation d'intérêts et de préoccupations initialement divergentes. Il faut faire une société vivable, il faut faire un travail vivable. Mais d'un autre côté, ces entités sont des réalités autonomes, irréductiblement autonomes, qui ont leur existence et pour certaines leur projet, mais parfaitement indépendamment de l'organisation, de l'employeur, et en cela sont plus ou moins contrôlables. Autant de communication interne et autres que l'on veuille faire, et qui se plient plus ou moins aux impératifs de l'entreprise ou au choix de sa direction, et laissent plus ou moins placer sous contrôle leur logique qui, je le répète, est autonome. Alors la fonction s'affirme au début de son histoire jusqu'à aujourd'hui, autour de la volonté de prendre en charge ces questions-là, et autour d'un choix de mots. Des mots privilégiés que l'on retrouve beaucoup, c'est le social, c'est l'humain. Moi je dirais, au risque que ce vocabulaire qualifie parfois imparfaitement ou avec trop de flou les enjeux et occulte des sujets décisifs, le travail, et la façon dont, dans de l'organisation du travail, on se retrouve à régler de manière plus ou moins légitime les contradictions, à générer des modalités précises de la performance productive. Alors de façon plus récente, à la faveur de la place, de l'emprise de la communication sur l'entreprise en général, mais aussi le fait que la fonction RH se pense de plus en plus comme du marketing RH. Eh bien, cette fonction RH, elle a tendance à y ajouter une dose de flou supplémentaire dans le vocabulaire, avec une utilisation systématique du vocabulaire euphémisateur. Euphémiser, c'est pas forcément la meilleure manière de penser les tensions. Alors, du plus classique, nos partenaires, pour désigner les représentants syndicaux. Et puis, également, pour d'autres exemples, l'expérience collaborateur plutôt que les situations de travail. Alors la fonction RH a connu, je l'ai dit, un moment d'ouverture des possibles. J'ai parlé des années 80. Pourquoi ? Parce que précisément à cette époque, la réflexion sur l'humain et le social ne s'est pas payée de mots et a souvent été abordée dans une réflexion sur les choix d'organisation du travail au profit de choix de stratégie. On pensait notamment à cette époque en termes d'alternative entre une stratégie de compétitivité par les coûts ou une stratégie de compétitivité hors coûts. Et quel travail pour ça, quelle organisation du travail pour ça. Et la réflexion sur les compétences, à cette époque, était largement une réflexion sur l'organisation du travail, pour ne prendre que cet exemple. On ne raisonnait pas en termes de talent, on parlait organisation du travail. Ce moment que rétrospectivement on a tendance à un peu à exagérer et à voir comme un moment de grâce, bon, c'est quand même une fenêtre d'ouverture, et ça a été dû à des portages politiques forts par un certain nombre de directeurs généraux qui avaient un profil assez particulier, qui était très ouvert à ce genre de réflexion, mais aussi c'était dû à une réflexion solide de la fonction RH elle-même sur les options stratégiques de performance et d'obtention de la performance, sur les choix d'organisation qui rendaient ou ne rendaient pas possible ces options, ainsi que sur le sort que cela réservait aux salariés, à leur développement professionnel, à leur intérêt pour le travail, etc. Et ce point d'ancrage de la réflexion, c'était plutôt la gestion de la production que le marketing. Dès les années 90, cette fenêtre de tir, elle se referme. Alors, d'abord, en raison de contextes qui sont purement et simplement subis par la fonction RH, évidemment la financiarisation. Certaines DRH vont tout simplement être fondues dans des directions des ressources financières et humaines, où on voit le sort qui peut être réservé à l'humain. Mais pas seulement, il y a aussi la complexification des organisations à partir des années 90, de telle sorte que ce qui dicte le contenu des postes et de l'organisation du travail est loin d'être entièrement à la main des DRH, mais plutôt préempté, sans le dire, par d'autres directions,
Alors là, vous avez une liste infinie, les directions de la qualité et leurs standards, les directions des achats et leurs standards, les directions des systèmes d'information et leurs standards, voire également par la configuration même des logiciels. Pour le coup, les SI ne sont même plus maîtres d'œuvre dedans. La configuration des logiciels, donc cette fois, ça remonte, l'organisation du travail remonte jusqu'à les sociétés éditrices de logiciels. De plus en plus quand on est en mode SaaS, par exemple. Mais donc des raisons qui ont été subies en quelque sorte par la fonction RH, mais aussi en raison de dynamiques internes à la profession elle-même. Le groupe a fait le choix à cette époque d'affirmer sa professionnalisation et son expertise à partir de stratégies bien précises, qui sont des stratégies qui consistent à se techniciser et à se rendre spécialisé. Le résultat, c'est que la fonction RH n'est désormais qu'une fonction parmi d'autres, dans un très vaste ensemble de fonctions support, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et la fonction RH plutôt spécialisée sur l'emploi que sur le travail. Et c'est là que se forme la contradiction entre son invocation, pour ne pas dire son incantation permanente à être une fonction stratégique, et le fait qu'il s'agit de plus en plus d'une fonction malheureusement plus dépourvue que d'autres d'importants leviers de pouvoir. Et redisons-le, ça s'est imposé à elle et elle y a contribué. Contribuer en cessant d'entretenir son expertise des situations productives et de travail. La perte d'expertise sur le travail, elle s'est vue notamment lors de la crise des suicides, où les DRH ont affirmé des modèles de stress, positifs ou négatifs, au lieu de diagnostiquer les situations de travail et l'organisation du travail. Par la suite, courant des années 2000, il y a eu une lente reconstitution d'une certaine maîtrise des sujets de travail, variables suivant les entreprises, mais souvent largement contrebalancée par la montée d'une conception de la RH comme marketing RH. Là encore, c'est la profession qui se laisse faire, qui se laisse imposer des modèles conceptuels qui sont potentiellement intéressants. Je pense en particulier à la symétrie des attentions, ou même à l'expérience collaborateur, mais conçus avec les outils du marketing qui sont finalement trop pauvres, car jamais conceptualisés en termes de situation de travail et de performance productive. Aujourd'hui, il y a une nouvelle fenêtre de tir. Depuis les années 2010 et la transformation digitale, issue du sentiment des directions des grands groupes que les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, les acteurs du numérique peuvent débouler du jour au lendemain dans leur propre secteur et tout balayer par de l'innovation disruptive. Et puis maintenant, par le travail hybride. Alors, ce sont, notez-le, les DG qui ont favorisé le retour du thème des modes de fonctionnement et des organisations du travail, du point de vue des processus d'innovation. À l'époque, les DRH se sont contentés d'apporter le sujet par le seul thème, nouvel exemple du vocabulaire marketing, des millennials, et non pas à partir des processus de production ou d'innovation. Toujours est-il que ce retour d'une réflexion sur l'organisation du travail a contribué à ramener la fonction RH sur le terrain du travail. C'est aujourd'hui amplifié par le Covid et l'après-Covid, notamment sous la forme du travail hybride. Le dossier étant confié aux équipes RH, elles sont bien amenées, ces équipes, à se saisir du sujet, mais véritablement en ayant à réapprendre à cette occasion les sujets du travail et de l'organisation. La profession n'a plus, il faut le dire assez nettement, n'a plus de modèle théorique et conceptuel sur le sujet. Son seul grand repère, c'est celui des modèles de leadership, où on retrouve la constante relation pas simple avec les responsables opérationnels et des conceptualisations très générales où l'enjeu de la gestion des situations productives et de travail est souvent à portée de main, mais peut tout simplement ne pas être vu, ne pas être traité. Traiter, par exemple, en sachant faire quelque chose des contextes, de la singularité des situations gérées par telle équipe et tel manager vis-à-vis de telle autre équipe et tel autre manager, après des décennies où la fonction RH elle-même a laissé se développer les standards et les process. Donc le travail hybride a également contribué à reconstruire à nouveau frais un intérêt des équipes RH pour les collectifs de travail.
Mais avec, là encore, un certain manque d'assises conceptuelles de cette notion, qui en réalité est une notion complexe, ce qui n'est jamais dit par les équipes RH. C'est une notion complexe qui oblige soit à descendre vers une compréhension très micro de l'activité, ou dans l'autre sens, à monter vers une réflexion sur l'éclatement des formes statutaires d'appartenance à l'entreprise et de participation à la production, avec une cohabitation de salariés permanents, de sous-traitants, de freelance, de start-up accueillis provisoirement, et j'en passe. Alors, fenêtre de tir, gros enjeu, mais aussi enjeu de reconstruction de ces repères conceptuels et ces assises épistémologiques pour la fonction RH, enjeu de réflexivité, de lucidité de la profession RH sur elle-même, centralité des enjeux de performance productive, de travail et d'organisation du travail. Voilà, c'est cette perspective que le colloque aimerait pouvoir suivre. La fonction RH est-elle prête? Je répondrai pas davantage que Sylvie tout à l'heure. C'est le rôle du colloque de voir si on arrive à y répondre. En tout cas, moi, je voudrais terminer en proposant quelques points de repère ou de vigilance que je peux nous proposer pour nous recommander de les tenir. Alors, c'est tout d'abord, vous l'aurez compris, mon intérêt pour la question de l'équipement intellectuel pour penser. Je dirais même les bases épistémologiques dont dispose la profession RH, les cadres de pensée que, en toute autonomie, elle veut bien se donner. Alors je l'ai dit, le vocabulaire compte. Donc on peut se demander si, par exemple, les ressources comme dotation en ETP, est-ce que ça permet de penser les contradictions, les conflits, le besoin de construire une société interne vivable? L'humain, le leadership, est-ce que ça permet de penser le travail et les situations de travail? Question ouverte. Deuxième repère que je vous propose, l'équilibre, la tension entre cet équipement intellectuel et sa traduction dans des outils, afin d'éviter le risque de la technicisation. Par conséquent, ça renvoie à la stratégie de professionnalisation du groupe RH. Je vous ai dit tout à l'heure que il me semble que il y a eu une phase de la stratégie de professionnalisation qui a consisté à mettre un accent très fort sur la technicisation, peut-être au détriment d'un meilleur équilibre avec la conceptualisation. Troisième et dernière question que j'aimerais bien vous soumettre, je suis curieux d'avoir vos retours et les discussions là-dessus, c'est la constitution des équipes RH, de plus en plus à partir de jeunes professionnels issus de formation RH, alors que autrefois, la fonction était quand même beaucoup constituée par des gens qui n'étaient pas professionnels des RH au départ. Et donc, plutôt maintenant des jeunes professionnels issus de formation RH et, par exemple, de formation d'école de commerce et de moins en moins de l'université. Excusez-moi de glisser juste un petit moment où je prêche pour ma chapelle universitaire. Et puis, plus généralement, la formation des nouveaux RH, tout ça, c'est sans doute un enjeu qui mériterait d'avoir sa place, je trouve, dans les discussions. Alors, comme j'ai déjà pris beaucoup de temps, je vais laisser les discussions s'ouvrir. Voilà, merci.